Comment ça se passe, votre vie de jeune parent, alors, depuis 6 mois ? Eh bien, ça chamboule effectivement sur le rythme. Bien sûr, la fréquence, elle est moindre. On peut se retrouver à dire, c'est plus facile le soir d'aller se coucher, et de se rendre compte que finalement, et pour beaucoup de couples, je les comprends quand ils disent que, en fait, le soir, on a envie d'aller se coucher, quoi. Ah oui, parce qu'après une journée de boulot, de s'être occupé des enfants, n'importe qui, c'est humain, et le sommeil, c'est important. Et du coup, c'est de voir à quel moment de la journée on a le plus d'énergie. Et dans ces moments-là, d'y mettre de l'intimité si on a envie. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Bon, tu te présentes comme quoi ? Comme sexologue ? Oui, c'est mon job, sexologue, mais je sais pas si ça a une importance de le dire ici ou alors de mélanger les deux casquettes. Sinon, c'est toi qui dis. Je peux mélanger les deux casquettes, ouais. Maman et sexologue. le combo, souvent, tu vois, on se dit sexualité, et en même temps, femme et mère, est-ce que c'est possible ? Donc ça peut être intéressant. Bah grave. Et puis, il y a notamment un des... Je crois que j'ai un de mes... Ah, mais j'en suis même sûr, ça me revient maintenant, mais en gros, j'ai un de mes darons qui m'a dit j'aimerais bien que tu aies un invité qui vienne parler de sexualité après l'accouchement. Ah ouais. J'ai posté assez régulièrement des messages, jamais. Donc j'en profite pour le dire là de vive voix dans mon podcast plutôt que sur mes réseaux. Les gars, si jamais vous voulez venir parler de sexualité après l'accouchement, et même après potentiellement l'enfant, quoi, parce que ça peut durer. Oui. On espère. Ça peut durer. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur daron@fabflorent.com. Je vous écoute et je crois que c'est hyper important d'en parler. Et c'est d'ailleurs dingue que en 5 ans, j'ai jamais un gars qui soit venu me le dire, et pour moi ça doit dénoter d'un tabou. Ah oui, c'est un tabou. Puis je pense que beaucoup de femmes seraient intéressées d'entendre un homme parler de ça, de savoir comment les hommes vivent ça aussi, et qu'est-ce qui se passe, et quelles sont leurs croyances aussi vis-à-vis de la sexualité en postpartum, qu'est-ce qu'ils en savent, et les questions qui se posent finalement aussi. À peu près rien, je crois. En fait, ils en savent rien. C'est juste. C'est le néant, quoi. Comment ça marche ? C'est un champ de bataille, le truc, tu vois. Il faut comment on fait pour et un champ de mine, même potentiellement. Ouais, un champ dangereux, ou des fois, ou même se dire finalement rien n'a changé, donc tout devrait redevenir comme avant, et finalement, c'est pas. Alors que c'est faux. C'est faux, c'est vrai. Je crois que ça a tout changé. Non, enfin, pour moi, je sais pas comment tu l'as vécu toi, mais pour moi, l'enfant a tout changé, quoi. C'est dans ma vie. C'est un bouleversement. Bah oui. C'est un bouleversement. Mais plus les couples sont préparés à ça, sont informés, et mieux ça se passe. Ok. Bon, on va peut-être en parler un peu, alors, si tu veux. Je pense Camille, donc t'es sexologue, tu le disais là juste au début, et tu m'as envoyé un message pour me dire, écoute Fab, moi j'ai une histoire si tu veux, je suis passé, et peut-être tu vas le dire mieux que moi, mais en gros, d'un accouchement où c'était en mode full physiologique, le moins médicament hospitalisé possible, etc., à césarienne code rouge, c'est ça, t'as dit ? Ouais. C'est un vrai terme, code rouge, je savais même pas. Ouais, code rouge, vraiment c'est un vrai terme. Ouais, je t'ai mis ça comme ça. Je suis passée donc d'un projet d'accouchement physiologique à césarienne code rouge. Et il faut dire que ce genre d'épisode, tu vois, si tu mets ce titre-là, avant d'accoucher, je l'aurais pas écouté parce que j'aurais eu trop peur. Et l'idée, c'est pas de faire peur aux personnes qui l'écoutent et là aux personnes qui vont accoucher bientôt ou dans le futur. Mais c'est de se dire que mieux on est informé, et encore plus sur les choses qui nous font peur. Et moi, la césarienne, ça me faisait peur, quoi. Mieux on est informé là-dessus, et je pense que mieux on peut vivre ces choses-là.
Oui, et puis non seulement de le vivre sur le moment, mais en plus de le vivre, j'imagine, après, quoi, parce que c'est pas... Oui. Ouais. Ouais, et là c'est vraiment en plus des extrêmes, quoi, vraiment physiologique, ou comme tu disais, le moins médicalisé possible, dans le respect, l'écoute de son corps. Alors, on pourra détailler, mais il y a eu quand même des choses de cet ordre-là. Ah, finalement, césarienne code rouge ou urgence, faut que le bébé sorte en 15 minutes. Et il y a plein de choses, plein d'impacts, donc on pourra en discuter aussi. Ça me fait trop plaisir qu'on en parle parce que, tu vois, moi, les accouchements de mes filles, c'était il y a 16 ans, tu vois, 16 et 14. Et en fait, tout ce système, tu vois, de projet, de naissance, etc., c'était pas du tout, alors ça devait exister, tu vois, mais c'était pas du tout répandu. Là où aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est vraiment démocratisé et c'est super par plein d'aspects. Mais j'ai un peu l'impression que de ce fait-là, les parents rentrent dans un truc de, ok, c'est mon projet. Et donc les parents, et encore plus les mamans, j'imagine, parce que c'est souvent elles qui sont à l'initiative de ce projet. Même si j'ai eu des gars, dans l'histoire de Daron, qui ont dit, moi, j'ai milité pour que ça soit à la maison, parce que j'avais un mal fou à trouver ma place lors du premier accouchement notamment, que l'hôpital n'était pas vraiment fait pour ça, etc. Donc ça existe. Donc note tous les gars, tu vois. Mais et c'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai truc quand on se met en ligne comme ça dans des projets, c'est que en fait les enfants après ils naissent et en fait t'as plus de prise, hein, c'est eux qui décident, quoi. C'est hors contrôle, quoi. Et alors ce qui est bien quand même, quand, comme tu disais, il y en a de plus en plus qui font des projets, c'est important parce que du coup on conscientise vraiment ce qu'on a envie, ce qui est important, et on s'informe du coup, parce que qui dit projet dit s'informer pour faire des choix en fait éclairés. Et quand on le fait, en tout cas moi où j'étais, quand on le faisait, on nous préparait à ce que ce projet, en fait, soit un projet, mais pas forcément la réalité. Et ça, c'était bien et c'était important. Et ça demandait vraiment 9 mois de préparation. Parce que petit à petit, je voulais pas le voir. Je disais, non, moi, c'est accouchement physiologique et rien d'autre. Non, j'imagine même pas passer à la maternité. J'imagine même pas la péridurale, j'imagine même pas la césarienne. Et puis petit à petit, ok, bon, alors faut que je me prépare si jamais j'ai conscience que peut-être ça sera pas dans la maison de naissance, c'était une maison de naissance. Donc faut que je me prépare à peut-être ce transfert de la maison de naissance à la maternité. Tu vois, il y a eu tout un déroulement, mais il fallait quand même des mois de préparation. Et j'en parlais justement aussi avec mon mari et on se disait finalement c'est important de penser les choses qui nous font peur, parce que plus on a peur de quelque chose, finalement, plus la vie va nous le mettre devant les yeux. Je crois que ça se vérifie plutôt. Voilà, donc la césarienne, voilà, on me l'a mis en plein devant les yeux, quoi. Et t'en avais peur vraiment ? Ah oui. Ouais. Okay. Ouais, vraiment peur, et pas parce que c'était pas un accouchement. Alors j'aurais pu le penser il y a quelques années en me disant trop facile, celle qui accouche par voie haute, par césarienne, c'est pas un accouchement et tout ça. Après ma pensée, elle a changé au fil des années, mais plus parce que pour moi c'était terrifiant, quoi. Et je sais qu'il y en a, pour certaines femmes, c'est moins terrifiant d'accoucher par césarienne que par voie basse. Pour moi, en tout cas, voix basse, ça me rassurait plus que césarienne, quoi. C'était l'aspect médical, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est d'être coupé comme ça en deux, d'entendre ce qui se passe, la sensation de froid, bouffe. C'est vrai que j'ai découvert, mais de ce fait-là tardivement, que la césarienne, c'était pas du tout anesthésie générale, quoi. Fallait. Ça dépend des cas. Ok. Parce que moi, ça a été anesthésie générale. Ah oui, donc t'entendais pas pour le coup, tu faisais dodo. Je sais pas si je le dis maintenant ou pas. Mais en tout cas, c'était mon souhait finalement quand on m'a dit césarienne, anesthésie générale. Je disais merci, dans ce qui m'arrive là, finalement c'est une bonne nouvelle, parce que je voulais pas vraiment vivre la césarienne. Donc on va reparler de tout ça. Oui. Mais t'as raison, t'as spoilé un petit peu, mais ça va. Mais en vrai, je trouve ça toujours cool de venir mettre un peu de contexte. Mais donc la première question que je voudrais te poser, c'est comment t'en es venue à vouloir devenir maman ? D'où te vient ce désir d'enfant ? Peut-être que beaucoup te le disent, mais des petites. Non, pas du tout. Okay. C'est pas aussi clair que ça. Ok, des petites, quoi. J'ai été baignée avec des bébés autour de moi, issus d'une famille nombreuse, à faire beaucoup de babysitting aussi, à vouloir dès 4 ans tenir un bébé dans mes bras, alors que mes copines tenaient des poupées. Et moi, j'étais trop fière de tenir mon petit frère et de me dire, oh là là, j'ai trop envie d'avoir. Je mettais des coussins sous mon ventre. Je voulais allaiter, donc tout ça c'était dingue, quoi, vraiment. Et même si j'avais pu, tu vois, j'aurais eu un enfant à 17 ans même. Mais j'étais quand même
après, je ne juge pas les personnes qui le font, mais pour moi, après, j'étais quand même rationnelle. Je me disais, non, c'est pas rationnel, Camille. Mais vraiment, tellement ça me prenait. Waouh, donc heureusement que je me suis freinée là-dessus. C'est limite, c'était dans les tripes, quoi. Obsessionnel, quoi. Ah ouais. Obsessionnel, tu dirais ça. Ouais, obsessionnel, vraiment. Et puis il y a eu tout un cheminement ensuite. Attends, excuse-moi, mais ça devient d'où en fait, avec le recul là maintenant? Oh je pense d'avoir vu ma maman enceinte, kiffer et de m'occuper d'être comme une seconde maman, de m'occuper de mes petits frères, petites sœurs, petits cousins, petites cousines. D'accord. Je pense que c'est ça. Et tu le faisais avec joie et tout, ou ça représentait pas une pression pour toi Ah non, moi j'étais en demande de ça et même je me souviens quand ma maman allait faire les magasins et j'allais dans les sections des bébés, puis dans ma tête je me faisais croire que j'étais une maman qui allait acheter des petits trucs pour ses enfants. Là ça me revient. Et je me disais waouh, j'aurais trop hâte plus tard d'acheter des vêtements pour bébé. Spoiler alert. Je déteste ça, mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais à fond, quoi. Ok, d'accord. Même les Barbies, elles devaient avoir des enfants, elles se reproduisaient. Ah ouais, tes Barbies, tu les foutais ensemble direct, hop, en cloque, et puis voilà, quoi, c'est ça. Pas du tout la Barbie sportive, ou je sais pas quoi, non, sportive, parce qu'on fait, non, businesswoman, tu sais, on nous vendait les Barbie businesswoman et tout. Ah non, mais moi, mon rêve, à ce moment-là, c'était mère au foyer, avoir des enfants et m'en occuper, quoi. Je sais même pas s'il y a des Barbie maman. Je suis en train d'y penser, mais... Si, il y avait Barbie enceinte. Et ça, j'avais trop envie de la voir. Quand t'étais plus petite? Ouais. D'accord. Enceinte, et puis on lui ouvrait le ventre et il y avait le petit bébé à l'intérieur. Sympa. Bah voilà, on revient à la césarienne. Voilà, ouais. C'était prédit. Mais alors, tu me disais que t'avais un peu évolué avec le temps, c'est ça? Avec les études aussi, et lors de mon master en sciences de la famille et sexualité. Ah oui, donc... Bien après, vers 26-27 ans, j'ai fait une recherche avec d'autres de mes camarades sur le phénomène child free. Donc on entend de plus en plus parler aujourd'hui, mais c'est pour les personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Donc moi je me dis oh là, c'est quoi ces personnes, etc. Mais jamais de la vie, moi me voir sans enfant, non. Et puis en faisant ces recherches-là, ça m'a complètement retourné le cerveau, ça m'a re-questionné. Il y a eu une période où je me suis dit ah non, j'aurais pas d'enfant. Et de me dire waouh, moi Camille, penser ne jamais avoir d'enfants alors que je me suis construit sur le fait que j'aurais toujours des enfants, ça a été un bouleversement. Et en même temps aujourd'hui, je suis très contente d'avoir pensé ça parce que du coup, en ayant un enfant, je l'ai vraiment conscientisé. Sur vraiment l'impact aussi, ce que ça veut dire, que c'est un choix vraiment. Mais je trouve que c'est génial d'avoir fait ça en fait, parce que justement, ça t'a permis de pouvoir remettre en question ce truc, comme tu dis, limite cette personnalité sur laquelle tu t'étais construite de Camille maman, quoi. Ouais. Encore extrême, quoi. Camille maman mère au foyer versus Camille pas d'enfant, quoi. Ok. Et pourquoi tu ris? Je sais pas, c'est marrant. Pourquoi tu trouves ça marrant? Les extrêmes, on revient un peu aux extrêmes, ouais. Ok. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça te fait dire un truc, c'est pour ça que j'essaie d'aller... Non, je crois pas. Ok. D'accord. Et donc, quand est-ce que ce projet de bébé se concrétise? Parce que à partir du moment où tu décides de devenir child free... Ouais. Non, alors ça a été une période courte quand même de ma vie. J'imagine que pour revenir à ok, en fait finalement le projet de bébé c'est un vrai truc que j'ai envie de faire. Enfin, il doit y avoir un chemin qui est trop intéressant et surtout, à mon avis, qui va intéresser pas mal d'auditrices qui se posent beaucoup de questions sur avoir des enfants ou pas. Tu vois, autour de 30 ans, j'avais reçu une fille qui s'appelle Claudette et qui me racontait à 35 ans la prise de tête dans laquelle elle était de avoir des enfants ou pas, parce qu'en fait elle en veut pas trop, elle sait pas trop, et son gars il en veut, et en fait ils sont ensemble depuis 10 ans, et tu vois et puis t'as l'horloge en tant que femme aussi, tu dis 35 ans j'ai plus le temps de réfléchir tant que ça, enfin, exactement, c'est souvent ce qu'on se dit. Donc tout ça pour te dire qu'en fait je trouve ça intéressant aussi que tu viennes témoigner, enfin si tu t'en souviens en fait du chemin que t'as refait dans l'autre sens en fait pour revenir à désormais je vais devenir maman. Child free, c'était vraiment une courte période, quoi. Ça devait être quelques mois, le temps du processus, et après me dire non mais vraiment en fait, ok, j'ai pesé le pour et le contre, et vraiment j'ai envie de ça, quoi. Par contre, je le ferai
pas sous une forme de pression de parce que t'es en couple tu dois le faire, ou pas parce que t'as 30 ans tu dois le faire, mais vraiment. Pas parce qu'il faut le faire, il faut le faire. Et pas parce qu'il faut le faire, ou pas parce que la famille veut que tu le fasses non plus. Donc vraiment détaché de ça, même s'il y avait pas de pression de ma famille. Ouais. Mais ensuite voilà, en rencontrant mon partenaire, mon mari, bien sûr qu'il faut aborder ce sujet-là. Est-ce que t'as envie d'avoir des enfants? Parce que pour moi, quelqu'un qui me dit non, j'en ai pas envie, je pense qu'il faut entendre et écouter ça. Peut-être que ça peut changer dans le futur, mais je pense qu'il vaut mieux pas se baser sur ça et du coup faire des choix au moment où on fait couple, quoi. Et donc il avait envie des enfants. Et timing, mais notre timing était différent. Lui, il se disait plutôt dans 5 ans. Et moi, j'avais plutôt dans 2 ans, quoi, une vision un peu plus court terme. T'es là maintenant que je t'ai trouvé, mon gars. Il est temps de me réaliser en tant que femme. Je déconne. Non, j'étais déjà réalisée avant, mais en tout cas, voilà. Et peut-être encore, finalement, j'étais aussi sous cette pression du temps et cette envie, cette image d'être maman à 30 ans, ce que beaucoup ont aussi. Cette pression du temps, tu parles? Ouais. T'as quel âge? 31. Ok. Mais il y en a beaucoup, je pense, que tu questionneras, où cette vision, 30 ans, il faut un enfant. Ah, et je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, à partir du moment où t'es passé par cette phase, ok, je veux devenir child free, pour moi, ça t'aide aussi, généralement, à te libérer de ce truc de, ok, j'ai un plan, et dans mon plan, dans ma vie, il faut que je fasse ça, alors qu'en fait, non, pas du tout, t'es pas obligé. Tu vois, c'est ce que j'ai dit avant, et en fait, il y avait quand même ce poids, quand même, finalement. De me dire, et parce que c'était quand même, je me dis, allez, j'ai trop attendu, quoi, tu vois, je te dis, depuis 17 ans, j'aurais pu avoir un enfant, et je le voulais maintenant. Je me disais, maintenant, tout est aligné, c'est le bon moment, quoi. J'ai l'énergie, parce que ça prend de l'énergie. Oui. J'ai l'énergie, je me sens en forme, en bonne santé, c'est le moment. Ok. Donc toi, là, maintenant, tu viens, hop, c'est parti. C'est Mais en fait, comment vous êtes venu petit à petit à combler ce fossé, en fait, où toi, tu disais, 2 ans et lui 5, quoi. Ça a été des mois et des mois de discussion. Ça, c'est important. C'est ça. Pas de négo, mais juste de se dire, ok, on en discute parce que les deux sont valables. On n'était pas tous les deux figés non plus sur ça. On a partagé notre vision, on partageait nos points de vue, et ça a pris quand même quelques mois jusqu'à ce qu'on se dise, ok, finalement, mettons-nous une date, et on était d'accord sur cette date pour commencer les essais, quoi. Ok. C'est venu rapidement. Et c'est venu, je sais pas, je pense que ça a été 6 mois quand même de discussion là-dessus. Mais en fait, et spoiler alert pour peut-être les femmes mais moins on met de pression, mieux ça se passe aussi là-dessus. Finalement, je me suis dit, Camille, ne va pas là-dessus, laisse l'espace pour qu'il puisse venir. Et je pense que ça a pu aider. Ok. T'es en train de filer des conseils, c'est ça? Manipulation. Non. Faites comme ça, les dames. Vous allez voir. Ok. Et donc, à partir du moment où vous décidez de vous y mettre, où t'as réussi à lui faire changer d'avis, à le manipuler? Non, c'est qu'il en avait envie aussi. Bah oui, j'imagine bien. Non, mais c'est une vanne. Il en avait envie. Et pour moi, c'était important que ça parte d'un désir vraiment aussi de sa part. Parce que ça demande un engagement, comme je te disais, de conscientiser. Donc, il est bien conscient que ça impacte. Et qu'est-ce qui se passe aussi en postpartum? Comment on va s'occuper de l'enfant? Qui va s'en occuper, quand même? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de couples qui passent outre, ne se posent pas la question, finalement, de l'organisation après. On pense à, ok, quand est-ce qu'on fait projet bébé? Mais penser après, comment on va s'en occuper? C'est quand même le plus important aussi. L'électricien. On sonne. On est dans une maison. Et je trouve ça trop intéressant d'en parler. Et par exemple, avec ma femme, on a beaucoup fait ça à l'époque, tu vois, de parler de comment on se projetait en tant que parent, après, à la fois avant la grossesse, mais aussi pendant la grossesse. Ouais. Et c'était trop intéressant. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en gros, il y a vraiment la théorie et la pratique, quoi. Et que après, il faut réussir, malgré tout, et on revient là à cette histoire de projet, je trouve, à ne pas rester sur ce qu'on s'était dit avant, et vraiment à réussir à rester flexible et à dire, ok, donc là ça marche pas, vas-y viens on trouve autre chose, etc., quoi. Ouais, la flexibilité, mais sans perdre du coup ce qui est important pour l'un et pour l'autre non plus aussi, hein. Pas Exactement. Se dire c'est trop difficile donc on le fait pas. Finalement, alors que ça peut être important pour l'un ou pour l'autre. Ouais. Mais cette flexibilité, de se dire puis on le dit, hein, on a des principes puis ensuite on devient parent, donc pareil, ouais. On sait pas vraiment tant que ça arrive, quoi.
Ok. Donc j'imagine que quand tu te souviens du jour où tu tombes enceinte? Alors il y a une histoire aussi par rapport à ça. J'adore les histoires. Donc du coup il y a ce projet bébé où on se dit ok allez on y va, et puis une première grossesse, en tout cas le premier test positif assez rapidement, et à 9 semaines de grossesse on découvre avec l'échographie et parce qu'il y avait il y a eu d'abord des saignements. J'avais pas fait d'échographie, mais j'avais des saignements pendant une semaine, quelque chose comme ça, mais je m'affolais pas. J'aurais peut-être dû ou peut-être pas, je sais pas. Et finalement, à l'échographie, je suis allée aux urgences quand même parce que je me disais c'est peut-être pas normal, et alors on me disait bah non c'est normal. Enfin bref, donc certains professionnels me disaient quand même de venir, et puis à l'échographie. Et là c'est la première fois aussi que j'ai été confrontée à de la violence gynécologique par rapport à ça, à ce moment-là, parce que on m'a dit que j'étais folle, on m'a fait croire que vous stressez trop, arrêtez, c'est rien de grave, arrêtez de stresser, vous qui voulez un accouchement physiologique, si vous stressez déjà comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Et puis à l'échographie, quand elle a vu l'échographie, là elle s'est calmée, elle s'est dit ah non, en fait il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et à l'échographie, finalement, en fait, c'était un œuf clair, donc il n'y avait pas de fœtus. Donc c'est tous les symptômes d'une grossesse, mais en fait c'est pas évolutif, il y a pas de fœtus. Première fois que j'apprends ça. Et donc là se passe pour la première fois aussi une fausse couche, quoi. Et là comment ça se passe aussi, parce que on demande aux professionnels est-ce que je vais avoir mal, comment ça se passe, est-ce que vous pouvez me donner des informations, parce que je sais que c'est important d'être informé. Et là on me dit ça sera un peu comme les règles. Bon, pour moi c'était pas du tout comme des règles, c'était vraiment comme un accouchement. Enfin, il y a eu des contractions, et puis on vit ça seul, et puis il y a le deuil aussi du coup de même si c'est 9 semaines, on se projette déjà, et donc et on se dit mince. Puis on sait que ça arrive, on sait les statistiques, donc on sait que ça arrive. Et en même temps, je me disais ça y est, au moins j'ai fait cette statistique, voilà, au moins c'est fait. C'est dur, mais au moins c'est fait. Allez, ma fausse couche elle est passée, et on repart, quoi. Quand tu dis que tu vis ça seul, c'est-à-dire que vous êtes quand même à deux. Comment vous le vivez avec ton compagnon? Donc heureusement on le vit à deux. Là quand je dis seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de professionnel pour nous entourer là-dedans, pour même nous donner les informations de comment ça se passe. Oui, Alors, le moment le moment de l'expulsion, finalement. Là, en tout cas, pour moi, je le vivais seul, mais ça a été aussi une chouette expérience. C'est une expérience où vraiment je me connectais, parce que du coup, je voulais pas que ce soit médicalisé, parce qu'il y a cette option-là aussi de prendre des médicaments pour expulser. Et donc, j'avais quelques jours pour que ça se passe naturellement avant les médicaments. Et là, je me suis connectée à mon corps. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais je me suis connectée et j'ai demandé à mon corps que ça puisse se passer naturellement. Et 24 heures après, il y a eu l'expulsion qui s'est passée naturellement. Donc, le pouvoir de la connexion. Le pouvoir de la connexion entre le cerveau et le corps est fabuleux, quoi. Ouais. Et donc non, heureusement mon partenaire était là, et je lui demandais d'être là à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Puis on se dit pendant 1h30, 2 heures de contraction, je lui dis mais je vais mourir, quoi. Et bien sûr que moi je savais pas quoi faire, lui non plus, mais juste d'être là à côté de moi à ce moment-là. Et puis ensuite soudainement, pouf, c'est le silence, le corps comme si rien ne s'était passé. Et voilà, quoi. Et tu fais quand même un petit postpartum, parce que t'as la chute hormonale aussi. Et puis le deuil évidemment aussi de cette première grossesse, ouais. Ok. Comment ça se passe, ce deuil, justement? Dur, mais ce qui m'a aidé, c'est que pendant la semaine qui s'en est suivie, moi j'avais besoin de parler. Donc en fait, j'ai fait que parler, je ressassais avec mon partenaire, paf, on parlait de ça, on pleurait, on parlait. Et puis au bout d'une semaine, j'ai senti que c'était digéré, quoi. Dans le sens où pour moi c'était par la parole que ça m'a aidé. Et puis surtout on reste confiant et on se dit on va repartir de plus belle. J'ai la sens, quoi. Elle est encore là, l'émotion, là. Ouais. C'était, c'est une expérience intense. Alors, attends, je remets mon casque. Oui. C'était une expérience intense corporellement. Ah, ça me fait une coupe. J'ai remis le casque. Bon, tant pis. Ça te va super. Intense corporellement, psychologiquement, mais ça m'a donné aussi envie d'en parler publiquement. Donc très vite après, pareil, comme je te dis, par la parole, ça m'a soignée, et de me dire mais c'est pas possible qu'on n'informe pas les femmes sur ce qui se passe vraiment quand on accouche. Enfin pas quand on accouche, lapsus, mais c'était comme un accouchement, mais une fausse couche, quoi. Ok.
Quelle est la suite de l'histoire? La suite, du coup, on se dit qu'on va se remettre dans les essais. Et puis là, ce qui se passe après la fausse couche, c'est que mon mari, dans son éjaculat, a du sang. Ok. Alors c'est quelque chose de rare, de rare, je dis ça en fait, j'en sais rien, et ça a un nom et maintenant tu vois ça me sort de la tête, je sais plus ce que c'est, mais bref, donc il a du sang dans son éjaculat et ça crée énormément de stress parce qu'on se dit ça y est, c'est un cancer, qu'est-ce qui se passe, et donc là s'ensuit toute une série de check-up, il a dû faire tout quoi, par l'urètre, par l'anus, par l'éjaculat, venir checker en fait tout ce qu'il y avait. Donc il a dû aussi faire une opération varicocèle, donc c'est des petites veines dans les médicalement, faut pas trop me demander, mais il a fait plein de petites varices en fait sous le testicule. Ouais, parce que du coup dans le spermogramme, donc dans son éjaculat, on voyait aussi qu'au niveau spermatozoïde, c'était pas terrible quoi, ce qu'il nous disait. Donc on se disait aussi tiens, est-ce que peut-être que ça a été lié aussi à la fausse couche? Est-ce que c'est venu après la fausse couche? Est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc on se raconte des histoires et puis pendant des mois et des mois, les spermogrammes sont pas bons et donc on commence à penser à merde quoi, on va peut-être devoir passer par un parcours PMA. Mais on est bien d'accord que les varicocèles, et je te dis ça parce que j'ai reçu un invité dans l'histoire de Daron qui s'appelle Nicolas, qui raconte que ça amputé en fait de plusieurs points son taux de fertilité quoi. Ouais, ça peut vraiment être handicapant et un impact sur la fertilité. Ouais. Et donc justement cette opération pour se dire ça peut améliorer justement la spermatogénèse et la qualité des spermatozoïdes. Mais bon, donc on nous dit ce discours, non, spermogramme toujours pas bon, mais bon, moi j'ai quand même envie de voir quoi, voir l'analyse quoi, parce qu'on nous dit c'est pas bon, mais quoi, et c'est stressant quoi, parce que merde, c'était pas dans les plans, c'était pas prévu ça. Et puis vient l'été 2021, et là je me dis bon. Ça tourne dans ma tête. Là, il faut stop quoi. Là, on met en pause jusqu'à la fin de l'année. On verra à la fin de l'année ce qu'il en est. Mais là, il y a besoin qu'on réfléchisse avant de passer par un parcours PMA, parce que voilà. Donc temps de pause. Et puis fin de l'été 2021, test positif de grossesse, pas de Covid. J'ai compris. J'ai compris. Je l'avais. Ah ouais. Et donc là, surprise. Alors non, je sentais que dans mon corps quand même, je me disais, je crois que je suis enceinte, mais je me disais, mais comment c'est possible? C'est plutôt le timing, quoi. Ouais, comment c'est possible? On nous dit que le spermogramme n'est pas bon, et en même temps, au fond de ma tête, on m'avait dit, une sage-femme m'avait dit, il leur suffit il suffit d'un bon spermatozoïde pour que ça passe. Donc, est-ce que c'était ça? Est-ce que peut-être à ce moment-là, ces spermatozoïdes étaient de meilleure qualité? Point d'interrogation. Mais voilà, grossesse. Alors c'est fou quand même cette histoire, cette corrélation entre ta fausse couche et du sang dans son sperme. J'imagine qu'il n'avait pas avant, quoi. Non, et ça, oui. Et je me disais, tiens, est-ce que ça peut être aussi de l'ordre psychologique? Et puis même quand ça arrive, au début, je croyais que c'était moi qui saignais. Ah oui. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, il me dit, non, c'est moi qui saigne. Oh! Et là, on se dit, voir du sang sortir d'un vagin, on a quand même plus l'habitude. Oui. Du sang sortir d'un pénis, on a moins l'habitude. J'avoue. Mais oui, tout ça, en fait, on ne sait pas ce qui est de l'ordre du psychologique, l'ordre physiologique, ouais. Ok. Donc, cette deuxième grossesse. Donc, t'es enceinte. Ouais, enceinte. Donc là, et là, gros stress. Parce que je me dis, oh putain, j'ai tellement peur que ça revienne comme avant, qu'on me dise qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de fœtus. Moi, j'ai besoin de savoir, quoi. Sauf qu'on peut pas faire une échographie avant, je crois, 6 semaines. 6 semaines ou 4 semaines, je sais plus trop. Et je me disais, mais là, j'ai besoin de savoir. Donc, j'essayais de trouver des moyens de savoir, mais je pouvais pas. Donc ça a été un peu l'enfer avant d'attendre cette première échographie. Donc, première échographie, gros stress, évidemment. Et là, non, il y a un fœtus. Et là, toutes mes peurs sont bon. Je me dis, là, c'est bon. Je peux vivre ma grossesse sereinement. Mais j'avais juste besoin de savoir, ok, il y a un fœtus. Ok, l'histoire est différente. Ouais, je comprends que t'avais ce besoin. C'était horrible, ces semaines d'attente, vraiment horrible. Oui, j'imagine. J'étais en train de me mettre dans cette perspective, mais c'est vrai qu'en plus, quand on y repense après coup, on se dit, waouh, que de stress pour finalement pas grand-chose, quoi. On se dit c'est rien finalement, quelques semaines d'attente, mais quand tu le vis comme ça dans ton corps, dans ta chair, et te dire en même temps, est-ce que j'investis cette grossesse ou pas, et j'ai pas envie de repasser par ça, et je pourrais pas repasser par ça.
Ouais, dans ces moments-là, c'est affreux et je pense que beaucoup de femmes se retrouvent là-dedans. Mais c'est peut-être, tu sais, on dit toujours les 3 mois, etc. Enfin, tu vois, et pour moi, il y a aussi ce truc qui est intéressant aussi, tu vois, d'aller explorer, de se dire, bon, ok, vas-y, viens, le premier trimestre. Enfin, si t'as la possibilité, en tout cas, parce que il y a souvent des femmes qui sont hyper malades et qui vont pas bien et qui le vivent complètement. mais oui, le 3 mois sous silence, d'ailleurs, il y a un livre là-dessus, c'est presque une violence pour beaucoup aussi. Et pour moi, j'étais là, non. Mes amis qui sont proches, eh ben, elles m'accompagneront, que ça se passe bien ou pas bien, mais je veux pas le cacher. C'est déjà tellement, parce que t'es malade, voilà, c'est déjà tellement dur. Mais si tu rajoutes le poids de le cacher, j'ai plus de vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que il y a toujours des pour et des contre de ce fait-là. Mais c'est vrai que j'avais reçu une invitée qui me disait, moi en fait je préfère le dire. Et en fait, si jamais ça se passe pas bien, au moins tout le monde est au courant. Et en fait, je serai entouré plutôt que de le garder pour moi. Oui. Et d'avoir honte. Oui, et c'est véritable. Il n'y a pas de honte. On contrôle pas ça. Donc c'est important d'être entouré dans ces moments-là. On contrôle pas, mais en attendant, il y a un vrai truc qui se joue, qui est, ok, quand il y a une fausse couche, il y a un côté, t'es pas une bonne mère, ou enfin, il y a cette chape qui vient dessus, quoi. C'est important de savoir que c'est, en fait, même si c'est douloureux, qu'on n'a pas envie de passer par là, c'est physiologique, c'est naturel. C'est le corps fait bien les choses, même si c'est très douloureux à vivre. Donc t'étais malade, toi, c'est ça, pendant ces 3 premiers mois? Oui, j'ai même une pathologie qui est l'hyperémèse gravidique. Attention, ouais, okay. Un mot compliqué. Mais en gros, c'est des nausées, des vomissements à répétition, plusieurs fois dans la journée, et qui perdurent des fois même jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu accouches. Et pour beaucoup, en fait, qui dit vomir sans cesse, déjà tu perds du poids, puis t'es pas bien. En fait, c'est comme si t'as une gastro, tu vois, la gastro, c'est horrible. Gastro de 9 mois. Mais une gastro de plusieurs mois. Oui. L'horreur, t'es dans un trou, quoi. T'es vraiment pas bien. T'es au fond du trou, tu perds du poids, et ça amène généralement une hospitalisation. Parce qu'au bout d'un moment, quand même l'eau, tu revomis l'eau, là, c'est quand même dangereux, quoi. Et donc, moi, je sais plus à combien de mois de grossesse j'étais, peut-être autour des 3 mois, un truc comme ça. J'ai été hospitalisée parce que j'avais perdu du poids, et puis parce que je vomissais de l'eau, et donc t'es asséché, t'es vraiment asséché de l'intérieur, vraiment, et tu te dépéris, quoi. Waouh, et t'avais déjà envie de faire ce projet de naissance physiologique, c'est ça? Oui, et quand même à ce moment-là, ouais, c'était déjà. Donc il y a vraiment un truc de le destin ne voulait pas. Ah oui, rien n'a été. Ouais, du coup, il y avait quand même pas mal de médicalisés, dans ce parcours, parce que du coup, là pour ça, j'ai dû. Et donc ça, donc comme je disais, il y a certaines femmes, il y a des médicaments qui existent, mais en fait, certaines femmes ne réagissent pas forcément bien. Et puis en fait, ils nous le disent, on n'a pas vraiment de recul vis-à-vis de ça, donc c'est des fois trouver son combo. Et moi, en sortant de cette hospitalisation, ça allait un peu mieux, mais c'était pas toujours ça. Et puis, en mixant un petit peu entre ce qu'on m'a dit, différents médicaments, paf, j'ai trouvé, et j'avais plus de nausées, plus de vomissements, et là, c'était le bonheur absolu. Là, j'ai pu vivre vraiment ma grossesse, quoi. Ok, donc à partir de 4 mois et demi, j'étais septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois, quoi. Ok. Comment se passe cette deuxième moitié de grossesse, alors? Pour donner espoir, c'était incroyable. Là, franchement, même je me sentais presque pas enceinte tellement j'étais bien, quoi. J'étais bien, je me sentais bien dans mon corps, bien dans ma tête. C'était génial. Là, c'était la grossesse telle que je l'avais idéalisée, rêvée pendant des années. Ok. Projet physiologique, donc vraiment, vous mettez ça en place? Ouais, parce que même au début, je voulais même un accouchement à la maison. Ouais. Mais bon, là, c'était trop extrême pour mon mari, donc le compromis, c'était la maison de naissance qui se trouve, donc là, c'était à Bruxelles, et qui se trouve au-dessus de la maternité. Donc en gros, il se passe quoi que ce soit, on nous descend d'un étage ou de 2 étages, et c'est bon, quoi. Donc le risque minime, quoi. D'accord. Comment se passe l'accouchement, alors? Tu peux me raconter? Ouais, ok, on a 3 heures. Non, il nous reste une bonne demi-heure, tu peux y aller. Ça va. Du coup, comment ça se passe? D'abord, je perds les os. Et les contractions n'arrivent pas. Donc là, je sais qu'il y a aussi une deadline, en fait. Quand tu perds les os, faut quand même que le travail se mette en route, parce que, après, il peut y avoir des risques infectieux. Et puis bon, faut que l'enfant sorte quand même aussi. T'étais à terme, là, ou? Ouais, j'étais à terme, 41 semaines. Ok. Donc, bien à terme. Et donc, je perds les os, et puis pas de contraction. Donc, on va à la maternité, on va à la maison de naissance, et puis on nous dit, allez faire une marche, faites des câlins, etc. Donc, quand même, je garde espoir. Et puis, plus les heures passent, plus, là, je me dis, merde, là, on va devoir me déclencher, quoi.
qui dit déclenchement dit tout un parcours un peu médicalisé qui s'ensuit. Donc déjà c'est de passer de la maison de naissance à la maternité. Et puis ensuite on me déclenche et là je me dis mince, j'ai entendu des histoires, des témoignages et quand on déclenche, les contractions sont beaucoup plus fortes, elles arrivent plus rapidement donc le corps n'a pas forcément le temps de se préparer et généralement tu demandes une péridurale parce que c'est dur quoi. Donc là je me dis ok, qui dit déclenchement dit péridurale, qui dit péridurale dit des fois on n'est donc pas dans la position qu'on souhaite, qui dit on n'est pas dans la position qu'on souhaite, enfin toute cette cascade qu'on imagine. Et donc et ça, pardon, je te coupe, mais ouais. tu t'étais préparé à ça tu disais que vous étiez un peu préparé pendant la préparation justement du projet, mais j'imagine que ça se passe en l'espace de quelques heures, quoi. Ouais, on se prépare, mais on n'a pas envie. Ouais. Donc on se dit non, c'est bon, c'est bon, moi ça m'arrivera pas. Et du coup, waouh, plus ça se rapproche et plus là tu te prends en plein dans la figure, tu te dis ok, ça se passe. Et puis en fait, donc tout au long de cet accouchement, j'ai vécu mes pires scénarios. Ouais. Et donc, mais c'est pas pour apeurer encore une fois parce que ça a été un accouchement puissant quand même. Moi, je le ressors vraiment comme ça. Donc voilà, pour que les gens l'aient dans le contexte. Donc déclenchement, les contractions qui arrivent rapidement, assez fort quoi. Je me dis il faut que je demande la péridurale quoi. Et puis à ce moment-là, c'est une sage-femme où il y a pas vraiment de feeling, donc j'ai pas envie de lui demander parce qu'elle va me dire non, c'est trop tôt et que je vais me dire mais c'est impossible que je tienne. Donc je lui demande pas. Entre-temps, il y a un monito, tu vois, pour surveiller aussi le cœur du bébé et le cœur du bébé qui fait des vagues. Donc une équipe médicale qui vient dans ta chambre à 4h du matin, qui déboule parce qu'il y a l'alarme comme ça qui sonne. Et là une autre perspective qu'on n'avait pas du tout pensé. Est-ce qu'on va l'émotion. Ouais. La perspective peut-être de se dire que on n'avait pas pensé mais peut-être qu'on rentrera à la maison sans bébé quoi. À 4h du mat. À 4h du mat. Et là et là mais bien sûr on se dit waouh. Et là à ce moment-là je me dis non mais faut faire sortir bébé le plus vite possible, césarienne quoi. Je m'en fous en fait, on veut notre bébé donc dans ma tête je me disais ça. Et puis finalement ça va mieux. Et donc pendant tout le processus, ça ira mieux. Puis il y avait quand même des fois des petits pics qui nous faisaient peur, mais en fait mais c'est les montagnes russes en fait. Là, ça a été les montagnes russes. Nous, on n'en pouvait plus. Mon mari me disait mais je vais faire une crise cardiaque là, j'en peux plus. Quoi. Il faut pas, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Moi, j'ai besoin de toi. Ouais. Il était là à gérer du coup les contractions parce que du coup finalement je n'ai pas demandé la péridurale. Donc j'ai fait toutes mes contractions de manière on va dire physiologique, même s'il y a eu un déclenchement. Et puis à un moment, je demande quand même à être dans la baignoire, donc j'ai pu avoir la baignoire. Bon, ça m'a pas soulagée, mais il y a eu plein de moments où j'étais vraiment dans ma bulle, quoi, vraiment dans ma bulle. Et puis là, je sens que ça pousse, quoi. Là, j'ai envie de faire sortir bébé, quoi. Je sens que ça pousse. Et là, on me dit, ok, on voit, ok, col, ça se tente, col ouvert, mais il y a un petit voile, donc ça se tente, mais cœur du bébé, donc ça se tente, mais avec ventouse. Et je fais oh putain, ok, d'accord. Donc un autre scénario que je voulais vraiment pas. Ouais. Ventouse sans péridurale. Et moi à ce moment-là, je ferme les yeux, je dis ok, ventouse. Elle m'explique avant, elle me dit on fait 2 tentatives. Si ça ne fonctionne pas, vous allez en césarienne. Je dis ok. Et là c'est vraiment une conversation où là on se parle et on se parle assez rapidement et c'est tchac quoi. Donc elle m'explique ça. Je dis ok, césarienne. Est-ce que mon mari peut être présent? Non, il sera pas présent parce que vous serez sous anesthésie générale. Je me dis, ok, anesthésie générale, merci, ça me va. Il sera il sera avec votre bébé en peau à peau. Je me dis, parfait, moi c'est ce qu'il me faut. Je veux du peau à peau. Peu importe avec qui c'est, je veux que mon bébé ait du peau à peau. Donc bébé, peau à peau, si je suis en césarienne, anesthésie générale, ok, allez, on y va, ventouse, on y va, quoi. Et donc là, un peu comme dans les films, vraiment, t'as toute une équipe autour de toi. Ouais. Allez-y, poussez! Et moi, je pousse de toutes mes forces et à l'intérieur, je me dis, ça va être un carnage. Ça va être un carnage si vraiment on sort avec la ventouse, quoi. Donc heureusement qu'elle a dit 2 tentatives parce que je pense que voilà, sinon vraiment ça va être un carnage. Et là, elle dit désolée, mais ça va être césarienne code rouge, quoi. Donc, ok, pareil là, pas de souci, ok. Et tout le long en fait, j'ai les yeux fermés, quoi. Moi, je ne vois rien et je suis juste là à entendre les personnes et je tiens la main de la sage-femme qui m'accompagne jusqu'au bout. Je lui dis vous me lâchez pas, vous me tenez la main, oui, je vous tiens la main.
je sens que ça s'agite autour de moi, on va en code rouge, et je sais qu'en code rouge, et ça je l'avais su 3 jours avant, parce que du coup je m'étais dit, je vais quand même écouter un podcast qui parlait justement d'une personne qui avait accouché césarienne code rouge. Donc je savais ce que ça voulait dire, et je ferme mes yeux, je me dis, Alors, Camille... tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? C'est vraiment, en gros, c'est en 15 minutes, je crois. En 15 minutes, faut que bébé sorte. La vie du bébé est en jeu, quoi, à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là, on se dit faut qu'il sorte le plus rapidement possible, quoi. Parce que on se dit que risque que bébé s'en sorte pas, quoi. Après bon, les médecins pourraient expliquer mieux que moi. Et moi vraiment je me dis OK, là je vais pouvoir, et à ce moment-là je me dis putain, je vais pouvoir dormir, je vais pouvoir me reposer. Allez-y, faites votre truc, moi j'ai tout donné, j'ai tout fait, je suis allée jusqu'au bout, je suis allée à 10 cm sans péridurale, c'était mon projet en fait finalement, c'était ça ce projet. Donc je l'ai fait. Là, je vais pouvoir me reposer, bébé sera en peau à peau, c'est ce qui est important pour moi. Moi, je vais me reposer en attendant. Faites votre boulot. Il y a quand même une fraction de seconde en me disant Camille, tu sais que tu peux ne pas te réveiller. Et j'étais là choquée avec ça. Vraiment, moi je me suis dit en une fraction de seconde, t'es OK avec le fait que tu puisses pas te réveiller? Oui, je suis OK. On y va. Le lâcher prise. De toute façon, il y a pas le choix à ce moment-là, mais de me dire est-ce que je suis OK, et en même temps de me dire j'ai vécu ma vie incroyable, enfin et on y va, quoi. Ah, t'es à ce point-là. Ouais. ouais, là je me dis ma vie c'est que du bonus, quoi. T'as peur de mourir, vraiment? Non, pas peur de mourir, justement. Je me dis, j'ai accompli tellement de choses que là, c'est que du bonus, finalement, tu vois. Ok. Dans le sens mais t'envisages le fait de mourir? Oui, parce que on le sait, on peut mourir à tout moment. Oui, ça c'est sûr. Et je pense que alors c'est pas pour faire peur, mais c'est important d'en avoir conscience pour être encore plus dans la gratitude de tous les moments que tu vis, de les chérir vraiment fort. Ok. Donc voilà, donc je pars en césarienne, puis tout s'agite autour de toi, et puis on m'anesthésie, et je me réveille 2 heures après. Bon, pour moi, j'ai l'impression que c'était 15 minutes après. Bah oui. Et donc évidemment, là, à ce moment-là, tu grelottes, tu sais pas trop le temps que tu émerges, tu vois, et à ce moment-là, je me dis, bébé, est-ce qu'il va bien? Parce que là, c'est aussi la grande question. Donc bébé va bien. Ouf, génial. Et est-ce que c'est un garçon ou une fille? Parce qu'on le savait pas non plus. On avait gardé la surprise. Et là, on me dit c'est un garçon. Je dis ok. J'avais quand même le sentiment que c'était une fille. J'aurais quand même voulu finalement que ce soit une fille, mais bon, ok, c'est un garçon. Et puis on me fait descendre en bas. Et là, j'arrive, et puis au loin, peut-être que j'ai pas vu mon enfant sortir de moi, mais j'ai vu pour la première fois mon enfant dans les bras de son père, en peau à peau, et ça me donnait et me dire ils ont été en peau à peau, et waouh, on est parents, quoi, et waouh, on l'a fait, et génial. Et là la sage-femme me dit elle va très bien. Et j'ai attendez, il ou elle? Attendez, je comprends rien là, c'est un garçon ou une fille? Non, c'est une fille, elle va très bien. Je dis là, c'est quoi ce délire, quoi? On m'annonce en haut, enfin bref, je sais pas pour quelle raison, mais du coup ça m'a fait encore une plus grande joie. Ça a fait comme un deuxième accouchement, en me disant et en plus c'est une fille, quoi, mais waouh. Tu voulais une fille? Pas quand j'avais en vision d'avoir des enfants. J'ai toujours voulu avoir un garçon en premier. Mais à la fin de la grossesse ou mi-grossesse, en fait, fille, c'était intense, quoi. Pourquoi? Le prénom, j'ai kiffé le prénom. Je voulais que ça soit une fille pour ce prénom. Et puis je sais pas, je pense que je chantais peut-être au fond quand même que c'était une fille. D'accord. Donc c'est venu me bouleverser quand même. Mais, j'imagine. Ouais. J'ai l'impression que ton accouchement c'est qu'un extrêmes, encore une fois. C'est un roller coaster, quoi, tu vois. Ouais. Et c'était la rencontre du coup incroyable, parce que pour moi j'étais du coup on va dire reposée, c'est un grand mot, mais j'étais prête à accueillir cet enfant, quoi. Et on me le met dans les bras comme ça, on fait la tétée d'accueil. Waouh, ça y est, quoi. Mais je me demande, est-ce que quand ils te font une césarienne comme ça, que t'as fait une anesthésie générale, tu sors de là, t'es vraiment sorti de salle de réveil, t'es pas encore complètement drogué, si. à dire des conneries, etc., quoi. T'es un peu dans les vapes. Mais ça, à ce moment-là, t'en as pas vraiment conscience. C'est 2 jours après, quand t'es finalement sorti des vapes, que tu dis, en fait, j'étais quand même dans les vapes, quoi. Et puis même, là, quand les sages-femmes me disaient, oui, quand même, cet accouchement, il a été traumatique, quoi. Ah bon? Je dis, bon, mais non, moi, je le vois pas vraiment comme traumatisant. Je dis, non, mais peut-être que vous êtes dans le déni, ou là, vous voyez, c'est le coup, et je dis, peut-être, peut-être que je suis dans le déni, il faut que je voie une psy, quoi, pourquoi pas, tu vois.
Et puis non, en fait, non, pour moi, c'était pas traumatisant. Et moi, je suis quand même une personne qui vit quand même des choses des fois extraordinaires. Et là, je trouve que c'est extraordinaire. Je le dis, j'ai vécu plusieurs accouchements dans un accouchement. J'ai vécu mes pires scénarios. Et je trouve encore cet accouchement comme quelque chose de powerful, en fait. Je l'ai fait, quoi. Et pour moi, ce qui était important, c'était de le vivre corporellement, en conscience. Alors, on peut dire, oui, que la césarienne, c'était pas, mais en fait, pour moi, tout le long du travail, ça a été de manière physiologique. Enfin, sans péridurale, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai un peu l'impression que t'es aussi en train de me dire ça, presque pour me convaincre que, en fait, si, j'ai bien accouché, je vous promets, alors que... Non, pour moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah non, mais moi j'ai accouché. Bah oui. Elle va faire un travail de plusieurs heures. Oui. Ouais, non, j'ai accouché. Mais je le dis parce que peut-être des fois certaines personnes, et c'est ce que moi je pensais il y a quelques années, peuvent se dire, oui, mais au final, ou des fois de se dire tout ça pour terminer en césarienne. Mais moi, c'est tout ça, c'est tout le travail. Finalement, Bah oui. pour moi, accoucher, c'est tout le travail. C'est pas juste, hop, le bébé sort. C'est pas ça l'accouchement. Pour moi, c'est de A à Z, quoi. Et puis globalement, d'une manière générale dans la vie, je trouve que ce qui est bien, c'est de considérer que c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est Quel voyage. Et puis en plus, pour moi, c'est vraiment un b.a.-ba de la parentalité, quoi, tu vois, parce que en fait, il y a pas de destination, donc il faut vraiment apprécier le voyage tout le temps, quoi. Ouais, c'est jamais fini, quoi. En plus. Non. En plus, quoi. C'est que le début, en plus, l'accouchement. Ouais, bien sûr. Justement, comment se sont passées les premières semaines, Ouais. Parce que donc, là, ta fille a quel âge alors? Là, elle a presque 6 mois maintenant, Ok. qu'on enregistre en novembre. Ok. Ouais. Déjà, ce qui était chouette, c'est que mon partenaire très présent, parce qu'il a pris un congé pat et même encore aujourd'hui, il travaille à mi-temps. Donc c'est un privilège, c'est une chance, c'est un choix aussi. Puis c'est une chance pour lui. Et c'est une chance pour lui. Ah bah il kiffe, hein, il kiffe. Ah oui. Il kiffe, je kiffe et c'est vrai, même encore ce matin dans le train, quand j'ai dit j'ai une petite de 6 mois, elle m'a dit mais comment vous faites pour être comme ça, quoi, genre en forme, vous avez l'air de bien aller, quoi. Et je dis congé pat ou congé coparent, quoi. Enfin. Et tu considères que ta forme aujourd'hui, parce que moi je milite à fond pour le congé paternité rallongé et tout, toi tu considères en tant que maman aujourd'hui que ce congé paternité t'a aidé à être là où vous êtes aujourd'hui? Sans aucun doute, aucun doute. Parce que tellement de niveau de fatigue, on rentre de la maternité, on est explosé parce que c'est bien beau de nous dire faut se reposer à la maternité, on s'occupe de l'enfant, mais en fait quand j'essayais de faire des siestes, il y avait à chaque fois des sages-femmes et elles font leur boulot, hein, mais du coup on est interrompu. Faut se reposer avant. Mais même, je me suis bien reposée avant, mais ça n'empêche pas d'être explosée avec, bien sûr, tu pleures, tu fais le baby blues. En tout cas, moi, je l'ai fait. Et là, on rentre de la maternité, explosé, et il m'a dit, Camille, là maintenant, faut que tu dormes. Et donc, dès que tu peux, tu dors. Et pour ça, faut qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de l'enfant, parce que dormir avec l'enfant, tu dors pas de la même manière, tu dors pas aussi profondément, et c'est pas aussi réparateur. Donc, c'était important qu'il soit là à ce moment-là, ou que, en tout cas, qu'il y ait quelqu'un qui aide à ce moment-là. Et il m'a fallu 3 jours quand même pour récupérer totalement. Et au bout de 3 jours, donc une semaine postpartum, mais j'étais comme si j'avais pas accouché, quoi. J'étais en forme, ma libido en forme, parce que le sommeil, on dit, hein, le sommeil c'est important, et ça a eu un grand impact, ouais. Ok. Pourquoi tu parles de libido là? J'ai l'impression que tu veux vriller sur le sexe. Parce que même moi j'étais étonnée, même moi je m'y attendais pas en fait, Okay. parce que de par ma formation, de par ce que je sais, par les recherches, je me disais ça prendra le temps que ça prendra, nos stress, mais je me disais pas qu'au bout d'une semaine ça aurait pu revenir, quoi. T'étais déjà reparti comme en 40 au bout d'une semaine? Ouais, au taquet, alors sans dire passer par la pénétration, oui. Mais en tout cas la libido était là, quoi. Rappelons qu'il y a plein d'autres façons de faire l'amour que de juste passer par la pénétration à la papa. Ouais, évidemment, évidemment. Et ça, c'est important de le dire, parce que des fois, en postpartum, il peut y avoir l'appréhension de la pénétration, d'avoir mal, des douleurs. Et j'ai eu des douleurs que je n'avais pas eu avant, mais en postpartum, j'ai eu des douleurs. Et ça, c'est quand même assez fréquent. Et c'est important de le dire, pas pour apeurer, mais pour dire que si vous avez des douleurs, en fait, il y a plein de solutions qui existent et c'est pas fatal. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des douleurs là que vous allez les avoir tout le temps, quoi. Oui, puis je sais qu'il y a des darons qui écoutent. Alors c'est peut-être le moment de leur parler, quoi, parce que tu sais, il y a des darons qui écoutent Histoire de Daronne. Ah, bien. Je les ai pris comme ça. Hop, alors qu'est-ce qu'il faut que je leur dise, ces darons? Je sais pas, qu'est-ce que tu as envie de leur partager en fait Informez-vous sur
les changements au cours de la grossesse, informez-vous sur le postpartum, prenez votre rôle, vos responsabilités aussi. Pensez ce postpartum et pensez aussi, informez-vous sur la sexualité. Qu'est-ce que ça va être après? Mais en fait, ce qu'on se rend compte, parce que souvent aussi, ce que les personnes vont dire, c'est que ma sexualité, elle a changé depuis que j'ai accouché, depuis que j'ai un enfant. Ce que je vois et ce que les études montrent, c'est que en fait, la sexualité que vous avez avant grossesse va être déterminante pour l'après-grossesse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, les personnes qui avaient déjà, par exemple, des douleurs, même si c'est des douleurs par-ci, par-là, le postpartum va venir amplifier, donc il y aura peut-être un peu plus de douleurs. Si on avait déjà des problèmes, par exemple, vis-à-vis de la libido, ou on n'était pas à l'aise vis-à-vis de la sexualité, ou il y avait des difficultés dans le couple, des tensions, etc., ça va juste venir amplifier. Le postpartum, c'est un amplificateur. Donc, c'est pour ça que je milite pour la prévention, parce que plus on peut venir travailler ces difficultés-là, plus on est préparé, et mieux on vit son postpartum, et mieux on vit son intimité au final. Et moins il y a de tension dans le couple aussi. Bah oui, parce que ça peut aider. Ça peut aider. Et pour les darons là qui écoutent aussi, qui pensent que finalement, en postpartum, tout reviendra comme avant. Bon, la grossesse, ok, peut-être qu'on faisait un peu moins l'amour, mais voilà, j'attendrai, puis une fois qu'elle accouche, ça ira mieux. C'est mal connaître le postpartum, c'est mal connaître les dimensions hormonales, psychologiques, ce bouleversement-là, et au niveau physique. Et d'en parler finalement dans le couple, c'est important. Donc, intéressez-vous à ce que votre partenaire vit. Informez-vous, prenez les devants. Peut-être faites des séances avec des sexologues aussi pour avoir ces informations-là, pour être bien accompagné aussi. Et puis commencez à parler de vos peurs aussi, les mecs. Alors je sais que les femmes potentiellement le font, alors pas toutes, mais généralement c'est un truc qui est compliqué pour l'être humain d'une manière générale. Mais pour les gars, s'ils écoutent, parlez de vos peurs. Moi je me souviens que j'avais été dire à ma femme à l'époque que j'avais peur en fait qu'on devienne plus qu'un couple de parents et qu'on n'ait plus aucune vie sexuelle à côté, qu'on ne soit plus un couple d'amoureux en fait. Et je me souviens très bien qu'il y avait des amis à elle qui l'avaient très mal vécu pour elle en disant c'est quand même un salaud, il te met la pression et tout, alors que moi je venais juste poser ce que je ressentais sans venir lui mettre de pression et tout, juste lui dire vas-y viens, ça c'est un sujet pour moi, si tu veux on en parle quoi. Et ça, je crois que ça nous a beaucoup aidé après à retrouver aussi une vie sexuelle, une vie de couple après les enfants quoi. Ouais, de le dire, de poser, comme tu disais, ces peurs, pas pour mettre une pression, c'est juste quelque chose de vulnérable. Tu vois, tu parles de tes tripes, et donc à partir de ça, comment on peut faire équipe ensemble? Et donc ça passe par de la communication et des échanges, et ça peut prendre des mois et des mois avant de trouver quelque chose. Mais des fois, la tendance à se mettre de la pression. Qui dit pression dit en fait finalement ça tue plein de choses. La pression, ça tue le désir, ça tue la connexion dans le couple, et on entre dans un cercle vicieux. Donc c'est important d'échanger là-dessus. Comment ça se passe votre vie de jeune parent alors depuis 6 mois? Eh bien, ça chamboule effectivement sur le rythme. Bien sûr, la fréquence, elle est moindre. On peut se retrouver à dire, c'est plus facile le soir d'aller se coucher, et de se rendre compte que finalement, et pour beaucoup de couples, je les comprends quand ils disent que, en fait, le soir, on a envie d'aller se coucher, quoi. Ah oui, parce qu'après une journée de boulot, de s'être occupé des enfants, n'importe qui, c'est humain, et le sommeil, c'est important. Et du coup, c'est de voir à quel moment de la journée on a le plus d'énergie. Et dans ces moments-là, d'y mettre de l'intimité si on a envie. Et pour nous, c'est plutôt en matinée. Donc du coup, est-ce que c'est possible? Et ça peut, pour nous, en tout cas, on est flexible vis-à-vis de nos agendas, donc oui, on peut le mettre. Parce que c'est pas tout le monde. Voilà. Vous avez un job de freelance tous les deux, c'est ça? Pas de freelance, mais salarié. Lui, il est salarié, donc lui, il peut aussi quand même. Il a quand même de la flexibilité, et moi, j'ai de la flexibilité. Vive le télétravail. Et vive le télétravail pour ça. Mais ça demande, et ça va casser peut-être une croyance qu'il faut de la spontanéité dans le couple. Oui. Et de la planification, c'est aussi très bien. Et c'est pas parce que vous planifiez des choses que ça va tuer la spontanéité. Au contraire. Donc oui, ça demande des efforts de pouvoir entretenir ce désir, entretenir ce couple. En fait, entretenir la connexion dans le couple. Ça demande des efforts, mais plus on le met en place, plus ça devient facile. Et en fait, c'est un cercle vertueux, parce que on passe des moments qualitatifs ensemble parce qu'on a envie des mêmes choses. Ça, c'est aussi quand même important. Donc voilà, on a envie des mêmes choses, donc on passe du temps qualitatif ensemble. On sent qu'on fait équipe. Et ça, c'est aussi un élément important pour le désir. On a cette connexion, et plus je me sens connectée à mon partenaire, mieux ça se passe aussi dans l'intimité. Trop bien.
Et ça va, t'es heureuse? Ah, très. Ouais, je dis souvent, je dis waouh, c'est pince-moi quoi presque. Est-ce que quand tu regardes la petite Camille qui avait 4 ans et qui était en train de porter son petit frère et tout, comment tu le vis tout ça? Ça met des émotions. Et ça valait le temps d'attendre aussi. C'était là quand c'est venu cette deuxième grossesse, parce que même la première grossesse finalement ça m'aurait demandé peut-être des sacrifices au niveau de la carrière que j'étais peut-être pas prête à faire à ce moment-là. Donc la deuxième grossesse en fait finalement elle s'est juste mise au bon moment, et en même temps il y a pas de ouais enfin tout est lié de toute façon hein, quand c'est le moment c'est le moment. La petite fille Camille à 4 ans, elle serait juste trop contente et se dire en fait c'est même mieux que ce que je pensais, parce que je pensais en gros le faire seule, dans le sens maman solo, foyer, enfin dans le foyer à vivre ce truc seul, mais non, en fait aujourd'hui je sais que ça serait mon pire cauchemar de vivre ça seule, et je suis tellement contente qu'on le vive à deux, et chaque jour on se dit mais waouh. Alors je le répète, c'est quand même un privilège, c'est un choix aussi, et un privilège de mettre ça en place, mais on travaille tous les deux à mi-temps. Et du coup, on fait un roulement dans la garde, et puis aussi on passe du coup beaucoup de temps ensemble en fait, finalement, en tant que famille, en tant que couple. Et vous avez donc de ce fait-là baissé votre niveau de vie aussi, j'imagine? Baissé aussi. Alors on partait pas d'un niveau quand même bas, ça faut le dire aussi, en tout cas au moment là actuel. Mais oui, baissé. Et en fait, au final, même en travaillant à mi-temps, finalement, le salaire reste presque similaire au temps plein, parce que, en tout cas pour moi en tant qu'indépendante, parce que on fait mieux les choses, on valorise peut-être mieux son temps, le temps c'est de l'argent, et finalement si on peut garder son enfant, on réduit les coûts aussi de la garde, qui n'est pas rien. Et en fait à la fin de la vie, de se dire finalement non, je regretterais pas d'avoir passé ce temps-là en famille. Trop bien. Bravo, hein. J'ai une dernière question pour toi. Imagine ta fille écoute ce podcast dans 10 ans. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui? Tu veux vraiment me faire pleurer à chaque fois? Non, pas du tout. C'est une question que je pose à tout le monde, ou presque, quand j'oublie pas. Donc qu'est-ce que j'ai envie qu'elle se dise? Non, qu'est-ce que tu as envie de lui dire là, aujourd'hui? Imagine, elle écoute quand elle aura 10 ans et quelques. Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Que je suis contente qu'elle soit arrivée dans ma vie à ce moment-là, que je suis contente de passer autant de temps avec elle, que j'espère qu'elle est contente de passer du temps avec moi, et qu'elle est contente de notre relation, et qu'elle est fière de ses parents aussi, et qu'elle soit heureuse dans sa vie, et qu'elle fasse sa vie comme elle l'entend, même à 10 ans. Merci Camille. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Non, c'était déjà super riche, et l'information vraiment importante, c'est en fait peu importe ce qui se passe, tout va bien se passer. Oui. Un grand merci à toi. Merci. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.